Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes déjà très nombreux, plus de 130 personnes. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire dédié à la vaccination. Je suis Aswin Lachana, le Social Media Manager de l'Université du Luxembourg. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, dites-nous dans le chat d'où vous nous suivez ce midi, de quelle ville vous nous suivez. La vaccination est un sujet très sensible en ce moment. C'est un sujet qui divise, qui passionne, qui engendre des fake news et qui suscite pas mal de réactions épidermiques. Donc, pour vous aider à mieux comprendre les vaccins à travers des explications scientifiques, nous avons l'honneur d'accueillir deux professeurs de notre université, le professeur Paul Höchling, et il est un professeur titulaire en biologie cellulaire de l'Université du Luxembourg. Ses recherches se concentrent sur l'inflammation du système nerveux central et sur les cellules gliales. Le professeur Gilbert Massa est quant à lui directeur des études médicales et professeur titulaire de l'Université du Luxembourg également. Il est spécialisé dans l'oncologie thoracique, la transplantation pulmonaire et l'enseignement médical. Ils feront chacun à leur tour une courte présentation, d'environ 5 à 10 minutes, sur le sujet des vaccins, bien sûr, et nous pourrons ensuite passer à la partie interactive de ce webinaire. Vous aurez la possibilité d'éclaircir vos doutes, vos appréhensions, afin de faire le meilleur choix pour vous-même et vos proches quand ce sera votre tour d'être vacciné. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à utiliser la fonctionnalité Lever la main de WebEx pour que votre micro soit activé. Notez que ce webinaire sera enregistré et il sera diffusé par la suite sur notre site Internet. Sans tarder, je laisse la parole au professeur Paul Höchling. Bon appétit et bon webinaire. Bonjour tout le monde. Merci pour les vœux de bon appétit. Moi, ça va prendre encore quelques minutes avant que je vais me précipiter également là-dessus. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire. J'espère que on va pouvoir vous communiquer quelques détails que vous connaissiez peut-être pas encore. L'intention est évidemment de ne pas faire un discours scientifique, mais essayer de passer les messages de la façon la plus simple possible pour que tout le monde y retrouve le sien. Moi, pour ma part, je vais vous présenter un tout petit peu ce que c'est que ce virus et comment il fonctionne. De notre côté, ce que c'est qu'une vaccination, comment le corps réagit à une vaccination. Gilbert Massin va par la suite reprendre le flambeau et vous parler plus de l'aspect clinique de cette affaire-là. Donc, sans peut-être tarder, on va s'y jeter. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Euh, voilà, je pense que vous devriez voir maintenant ce que moi je vois également. Donc, sans tarder un peu de détails sur le SARS-CoV-2, donc le virus qui est responsable de cette maladie-là. Euh, Peut-être un détail, SARS-CoV-2, c'est le virus, Covid-19, c'est la maladie. Parfois, les gens mélangent les deux, ce qui n'est absolument pas grave du moment qu'on sait de quoi on parle. Moi, je vais essayer de vous présenter un peu ce que se passe au niveau d'une infection au niveau du corps et surtout parler un peu des vaccins. N'hésitez pas à déjà utiliser le chat pour des questions. Aswin va faire le tri et on va pouvoir y répondre par la suite après qu'on ait pu exposer un peu ce qu'on voulait vous dire. Euh, donc, d'abord, qu'est-ce qui se passe donc lors d'une infection? Une infection, c'est quoi? Donc, si quelqu'un se met à tousser à côté de vous, tout le monde a évidemment le bon réflexe maintenant de déguerpir, mais parfois, c'est trop tard, on attrape le virus et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre organisme? Alors, loin de moi de faire de l'infectiologie ici, simplement vous dire en quelques mots ce qui peut se passer à l'intérieur de l'organisme. Donc, ce virus a la
la capacité de reconnaître grâce à ces protéines qu'on appelle le spike, donc ces espèces de boutons qui sortent en surface du virus, de se lier à des récepteurs membranaires au niveau de certaines de nos cellules. Dans le cas du SARS-CoV-2, un des récepteurs favoris, c'est le ACE2, peu importe. Donc, c'est une protéine membranaire qui lui sert de point d'accrochage. Par la suite, ce virus va être internalisé dans la cellule. Son génome, qui est un ARN, va être libéré. Ce génome va se retrouver dans le cytoplasme. Et bien sûr, dans ce cytoplasme, il va faire ce que tout ARN va faire dans le cytoplasme, c'est-à-dire il va être lu par la machinerie normale du cytoplasme de nos cellules, qui va produire en fait les protéines que code ce bout d'ARN, donc ce génome du virus. Les protéines en question vont être synthétisées sur notre machinerie de synthèse de protéines à l'aide des briques de construction de protéines qui sont les nôtres également. Donc, c'est vraiment un parasite intracellulaire. Et ces protéines vont alors être assemblées pour reconstituer également avec des copies du génome des capsides de virus et qui, je vous épargne les détails moléculaires du passage, vont être libérés par exocytose de ces cellules-là et ces virus multipliés maintenant vont s'attaquer à d'autres cellules où ils retrouveront de nouveau les mêmes récepteurs. Donc ça, c'est l'invasion virale, comme on la connaît pour pas mal de virus, mais comme elle se passe également donc pour le SARS-CoV-2. C'est une voie de multiplication, bien entendu. À chaque étape, il y aura plus de virus et ces plus de virus vont attaquer plus de cellules. Donc, progressivement, on va avoir de plus de cellules qui seront attaquées au niveau de nos voies respiratoires, puisque c'est là où on va pouvoir retrouver ces récepteurs, ce qui déclenche les symptômes qu'on connaît, hein. Donc, maladie au niveau des voies respiratoires. Maintenant, bien entendu, notre corps réagit à ceci. Notre corps va commencer à se défendre. Il envoie l'armée pour, pour se défendre contre cette agression. Comment est-ce que cela se passe? On va rapidement essayer de comprendre comment cela se passe. Regardez un peu les chiffres ici. Donc, on aura au niveau des différents tissus dans lesquels le virus va se multiplier, on aura des cellules spécialisées qui sont des cellules qui détectent qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Elles vont détecter des protéines, des fragments, des capsides de virus qui n'ont pas leur place ici, et donc qui vont être captés par ces cellules de surveillance. Ces cellules de surveillance vont alors je dirais, digérer et représenter ce qu'elles ont ramassé dans l'environnement. Elles se déplacent alors vers les ganglions lymphatiques tout au long du tractus respiratoire, par exemple, et vont dans ces ganglions lymphatiques présenter l'antigène viral ou les différents types d'antigènes virales qu'elles ont pu ramasser. Ces antigènes vont être présentés maintenant à des cellules spécialisées dans nos ganglions lymphatiques, cellules spécialisées du système immunitaire. Et en fait, les deux grandes voies, en fait, il y en a enfin, trois grandes voies du système immunitaire vont être lancées. Une de ces voies qui passe par les lymphocytes de type B, donc les lymphocytes B vont produire des anticorps. Tout le monde sait ce que ce sont des anticorps. Elles reconnaissent l'antigène, le tapissent et l'immobilisent, permettent également sa phagocytose, j'en parlerai tout de suite. La deuxième voie passe par les lymphocytes T. Ces lymphocytes T, je vais vous épargner les différents types qui sont impliqués ici dedans, mais vont aboutir à mettre en place des cellules qui sont spécialisées à liser, à tuer les cellules infectées. Donc, quand une cellule est infectée, comme on vient de le voir sur l'image précédente, eh bien, elle produit du virus, donc il va falloir l'éliminer. Et c'est ce que font ces cellules T, donc ces T-killers qui vont pouvoir enlever, détruire ces cellules infectées. Et puis la dernière voie,
fait recours à toute une série de cellules qui sont en fait des cellules qui vont pouvoir nettoyer, enlever les virus tapissés d'anticorps, mais également les cellules qui viennent d'être lysées par cette voie-ci et bien sûr continuer à alimenter la boucle qui est en train de tourner ici. Donc ça, c'est en quelques mots un peu la réponse immunitaire naturelle que notre organisme va faire si il y a infection virale, que ce soit le SARS-CoV-2 ou un autre. Tout cela est accompagné évidemment de phénomènes euh, oui, qui causent un peu d'excitation dans l'organisme. On produit tout plein de cytokines, on produit de la température, hein, l'organisme va produire de la fièvre, et tout ceci nous fait sentir malades, déclenche également des phénomènes qu'on connaît, comme les douleurs au niveau des articulations. Et bien sûr, si tout ceci fonctionne bien chez une jeune personne, la maladie virale va s'éteindre progressivement et le corps aura vaincu. Si ça se passe par contre chez une personne qui est affaiblie pour différentes raisons, si elle est par exemple un peu plus âgée ou si elle a d'autres pathologies qui stressent son organisme, bien entendu, ce cycle de réponse immunitaire va se dérouler lentement, va être moins efficace et finalement on aura des soucis de santé parce qu'on n'arrive pas suffisamment bien à évacuer, à éliminer le virus. Donc ça, c'est en situation normale, sans qu'on intervienne. Maintenant, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est la vaccination. Donc, qu'est-ce qui se passe si on vaccine? Donc, je m'écarte de cette invasion virale. On se met chez une personne saine à laquelle on administre un vaccin. Maintenant, d'abord, quel type de vaccin est-ce qu'il y a? Là aussi, je simplifie à l'extrême. Les spécialistes m'en excuseront, mais simplement pour vous décrire un peu ce qu'il y a comme vaccin euh, dans les différents types de stratégies de vaccination antivirus. Alors, tout d'abord, ce qui a été classiquement, historiquement utilisé jusqu'ici, ce sont les vaccins inactivés. C'est-à-dire, on prend en fait le virus et on le maltraite pour qu'il devienne plus vraiment infectieux. Normalement, ce sont des traitements chimiques ou physiques qui sont appliqués au virus et il perd son côté viral. Donc, il ne sera plus vraiment infectieux. On l'injecte et bien entendu, notre système immunitaire va pouvoir réagir. Deuxième grande catégorie, en fait, on le fractionne. On prend le virus et on le détruit en morceaux et on prend des parties des composants du virus, peut-être des éléments de la capside, donc de cette espèce de capsule qui l'entoure, les protéines spike que vous connaissez, donc ces protéines qui garnissent, tout cela sont des bons éléments pour construire des vaccins. Donc on peut utiliser des morceaux du virus, des protéines du virus. On peut aussi utiliser sa capside vide. On peut la vider, enlever ce qu'il y a dedans. Donc, on n'a plus qu'à faire à cette espèce de capsule vide et on peut en faire également des vaccins. Euh, Troisième grande catégorie, ce sont les vaccins à vecteur. On prend à ce moment-là un vecteur viral. C'est d'habitude un autre virus, un virus qui ne cause pas de maladie, qui est soit encore replicant ou qui ne l'est plus, mais en tout cas un autre virus que notre système immunitaire va reconnaître et qui contient un, un morceau du génome du virus contre lequel on essaie de construire un vaccin. Normalement, un gène qui code pour, par exemple, la protéine d'accrochage, le spike. Euh, Ce virus-là, donc un virus non offensif, va pouvoir être utilisé comme vaccin et causer des réactions immunitaires comme on les connaît. Et puis la dernière grande catégorie, dont on parle évidemment beaucoup plus maintenant, puisque on vient de les voir apparaître sur le marché des médicaments, ce sont les vaccins à ARN. Je ne parlerai pas des vaccins à ADN, ça nous mènerait trop loin. Le principe est quand même similaire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais on utilise l'ARN du virus, mais en fait, on n'utilise qu'une petite partie de cet ARN du virus qui code pour la protéine spike euh, et on l'insère dans une gouttelette lipidique. C'est une capside composée rien que de lipides et ces lipides vont pouvoir être, comment dirais-je,
accompagner le fragment d'ARN dans les cellules. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Donc ça sont un peu les grandes catégories de vaccins qu'il y a au monde pour le moment, dans les différents traitements qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on injecte un tel vaccin dans l'organisme humain? Là, on a piqué à travers la peau et on injecte, imaginons ici un virus atténué, inactivé. Eh bien, bien entendu, la même réaction que celle qu'on vient de voir en cas de maladie vraie va se déclencher ici, c'est-à-dire nos cellules vont utiliser ces particules de vaccin, donc ces particules de virus atténués, migrer dans les ganglions lymphatiques et faire exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire monter des stratégies de défense qui reposent sur les lymphocytes T, qui reposent sur les lymphocytes B pour monter donc une réaction qui va tuer les cellules infectées, qui va produire pour les lymphocytes B des anticorps. Et puis, très important, une catégorie que je n'avais pas mentionnée tantôt, qui sont les cellules à mémoire. Ce sont des cellules, des lymphocytes, qui maintenant vont retenir ce qu'ils ont vu, mais ne rien faire d'autre pour le moment. Elles sont capables, par contre, de réagir dès qu'elles revoient encore une fois ce virus. Et c'est surtout cette partie-là qui est importante pour la stratégie de vaccination. On veut avoir le plus possible de ces cellules mémoire qui, à la moindre alerte, à la moindre présence d'une particule virale, vont immédiatement déclencher la grande réaction. Alors, simplement pour comparer un tout petit peu, vous avez ici à gauche la vraie infection. Donc, le virus envahit l'organisme, il va se multiplier et atteindre des concentrations qui déclenchent la maladie. Donc là, c'est le seuil de la maladie. Donc, on a déclenché la maladie, on est malade. Par contre, en même temps, évidemment, notre système immunitaire réagit comme je vous l'avais décrit. Des lymphocytes T se mettent en route, des lymphocytes B produisent des anticorps et ceci combat l'infection. Puis si jamais vous rencontrez une deuxième infection, bien entendu, à ce moment-là, les fameuses cellules mémoire sont déjà en place et on va pouvoir monter très rapidement une très forte, plus forte que la première fois, réaction et surtout plus rapide. Hein. Vous voyez, dès le démarrage, on monte cette réaction. C'est pour ça que très souvent, pour la plupart des maladies virales, on a une certaine protection contre une deuxième infection, qui a par contre tendance à s'atténuer avec le temps. Pour les vaccins, la stratégie est comparable, sauf qu'au moment où on vaccine, on monte une réaction qui n'atteint pas le niveau maladie, donc on n'est pas malade, même si on peut remarquer quelques symptômes de type, oui, un peu de température peut-être ou un peu de douleur dans les articulations, des maux de tête. Tout cela est tout à fait possible pour une vaccination. Puis bien sûr, on monte cette première réaction, on fait souvent encore un boost ou deux pour maintenir un niveau très élevé de cellules à mémoire. Et puis, si jamais il y a une infection, bien, elle se fait combattre tout de suite. Et normalement, n'éclate pas. Donc, on a le virus, bien sûr, qui rentre dans l'organisme, mais qui se fait tuer très rapidement. Alors, nos fameux vaccins à ARN qui ont vu l'entrée sur le marché, Pfizer-BioNTech était le premier, Moderna a été le deuxième, il y en a encore qui vont arriver, mais c'est ceux deux-là qu'on connaît et qui fonctionnent suivant un principe un peu différent. Donc, rapidement de quoi est-ce qu'il s'agit, mais on prend un ARN messager. Messager, c'est un ARN qui va être traduit en protéines, qui contient, on le voit ici dans cette espèce de boule ici en haut, c'est ça cet ARN messager, il contient l'information pour construire la protéine spike du virus, du coronavirus de SARS-CoV-2. Cette boule de graisse qui l'entoure va faire que cet ARN va pouvoir être internalisé dans une cellule. Une de nos cellules, c'est après injection que ça se passe, donc par exemple une cellule du muscle ou une cellule circulante dans le sang qui va pouvoir l'héberger. Et cet ARN messager va tout de suite être lu par nos machineries habituelles qui se trouvent dans toutes nos cellules et qui sont capables de synthétiser des protéines. La protéine synthétisée est une protéine
qui appartient au virus, mais pour la machinerie de synthèse, ça ne fait pas de différence. Donc là, ce ribosome, qui est la petite machinerie de synthèse de protéines dont disposent nos cellules, va produire la protéine, peu importe laquelle c'est. Donc, elle ne fait pas la fine bouche, hein. Ce ribosome va construire ce qu'on lui demande de construire. Et on verra apparaître cette fameuse protéine spike. Ce schéma-ci, bien que plus complexe, vous raconte un peu la suite. Donc voilà la gouttelette lipidique qui rentre et qui amène cet ARN messager qui, sur le ribosome, va être traduit en protéine. Voilà la protéine spike qui apparaît. Et en fait, ici, le schéma résume un peu ce qui se passe dans différents types cellulaires. Certaines cellules, la plupart en fait, va reconnaître que cette protéine spike n'a pas lieu d'être. C'est un système de contrôle de qualité qui va commencer à jouer ici. C'est une protéine qui ne devrait pas se trouver dans la cellule et elle va être détruite, c'est-à-dire découpée en petits morceaux. Ces petits morceaux maintenant vont être exposés en surface de la cellule pour les présenter au système immunitaire. C'est une procédure de routine pour la plupart de nos cellules, simplement une espèce de contrôle de qualité continue pour que le système immunitaire puisse contrôler si nos cellules font d'un côté vraiment ce qu'on leur demande de faire et de l'autre côté qu'il n'y a pas de particules invasives comme un virus ou une bactérie qui soient apparues. Donc, bien sûr, dans le cas de la protéine spike ici, ça va être l'alerte générale. Euh, Même chose pour d'autres cellules qui utilisent une autre voie plus professionnelle, je dirais, de présentation d'antigènes et qui vont activer également le système immunitaire. Et on se retrouve dans la situation que je vous avais décrite tantôt, où le système immunitaire va pouvoir commencer à monter une réaction et à mettre en place ces mécanismes de défense. Donc, c'est ça ce qui se cache derrière ces immunisations avec un ARN messager. Bien, résumons peut-être un tout petit peu ce qui se trouve actuellement sur le marché avant de passer la parole à mon collègue Gilbert Massard. Donc, vous les connaissez, ces quatre-là. Inutile de les présenter. Ça, c'était le premier à être autorisé sur le marché européen. Voilà, le deuxième, Moderna. Le troisième, c'est celui de l'Université Oxford, ensemble avec AstraZeneca. Les deux premiers étaient des vaccins à ARN messager. Le troisième ici est un vecteur viral, un adénovirus qui a été utilisé pour véhiculer la même information génétique quand même. Et puis le troisième dont on parle, le quatrième dont on parle quand même encore souvent, c'est celui développé en Russie, qu'on appelle souvent le Sputnik 5, mais qui est un peu construit comme celui de AstraZeneca, utilisant un autre vecteur, mais sinon quand même quelque chose d'assez comparable. Euh, on a toujours besoin de 2 doses pour donner ce petit boost que vous avez compris maintenant, parce qu'on anime la méthode de mise en place des cellules mémoire. L'efficacité est à un niveau qui atteint qui est vraiment surprenant pour les virus à ARN messager. On dépasse les 90%, 95%, ce qui est vraiment très élevé pour un vaccin. Donc, surprise agréable pour tout le monde. On mesure des taux d'efficacité qui, suivant les méthodes utilisées, se situent entre 62 et 90% pour celui d'AstraZeneca et l'université Oxford. Ça reste toujours très élevé pour un vaccin. Et celui de la Russie, le Sputnik, enfin un de ceux émanant de la Russie, a également un taux d'efficacité très élevé, mais encore un rappel, il n'est pas accepté pour le moment, autorisé pour le moment par l'Agence de médicaments de notre Union européenne. Donc, il ne peut pas encore être utilisé sur le territoire européen. Important à remarquer, ce sont les conditions de stockage et de transport. Les deux à ARN, il faut savoir qu'un ARN messager est quelque chose de très fragile. Il ne vit pas longtemps, va très rapidement dégradé. Eh bien, pour éviter cette dégradation, on doit les stocker à des températures basses, voire très basses, hein, donc en dessous de 20 degrés, ou voire même au niveau de la carboglace, voire les congélateurs qui descendent à moins 70 degrés. Donc des conditions, bah, oui, pas à la portée de tout le monde, alors que celui d'AstraZeneca
est beaucoup moins sensible à la température. Il va pouvoir être simplement transporté à 4 degrés, par exemple, et subit même des températures ambiantes pendant quelques heures ou jours sans être dégradé. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus en vous présentant les 3 qui se trouvent actuellement sur nos tables de vaccination, dans les centres de vaccination, qui est celui de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech et celui d'AstraZeneca. Et je pense que je vais passer la parole à Gilbert et on prendra les questions par la suite. Aswin, comment est-ce que tu envisages de faire cela? Oui, tout à fait. Merci Paul. On va passer la parole à Gilbert cette fois-ci. Et après ça, on pourra passer aux questions qui sont déjà très nombreuses dans le chat. Ok, parfait, parfait. Maintenant. Là, c'est parfait, c'est parfait. Ah, génial. Alors, excusez-moi, étant un individu né au siècle dernier, ça ne marche pas toujours du premier coup avec les moyens techniques modernes. Je remercie en tout cas la direction de la communication de nous avoir invités pour cette petite discussion autour d'un repas de midi. Rassurez-vous, pour les chirurgiens, c'est tout à fait habituel de ne pas manger à midi, donc ça ne me choque absolument pas. Au contraire, je me réjouis d'une participation aussi large et des questions qui sont en train d'émerger. Alors, vous n'allez pas être étonné, je considère comme mon challenge aujourd'hui de vous convaincre tous à vous faire vacciner. Alors, la vaccination, avant de parler du coronavirus, j'aimerais quand même faire un petit survol historique pour vous montrer que la vaccination a quand même rendu de très précieux services à l'humanité entière. Je crois que la plus ancienne, c'est celle qui a près de 3 siècles bientôt, c'est la vaccination contre la variole. Je crois qu'il faut se replacer dans le contexte historique. La variole était une maladie qui faisait des hécatombes par des épidémies pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'en 1796. En 1796, un médecin anglais du nom de Jenner a observé un phénomène curieux, c'est que les jeunes filles qui travaillent dans les fermes et qui trayaient les vaches ne faisaient jamais de variole. Et donc, il a observé aussi qu'un certain nombre de vaches avaient une maladie au niveau de leur téton qui s'appelait la vaccine, qui était en fait une cousine de la variole, un virus de la même famille, mais qui ne donnait pas de maladie mortelle. Et ayant observé cela, il a fait un essai clinique, si on peut appeler ça comme ça, mais sans passer par ni le comité d'éthique, ni le consentement éclairé. Il a pris un jeune garçon à qui il a inoculé la vaccine en prélevant directement sur le pied d'une vache et en scarifiant ce pauvre enfant. Et quelques semaines après, il lui a inoculé la variole pour voir si c'était bien ça. Eh bien, le gamin, il n'a pas fait la variole et c'était le coup de départ pour la vaccination antivariolique. Alors, 2 siècles plus tard, l'OMS a décidé de relever un défi qui est celui d'éradiquer la variole dans le monde entier par une campagne de vaccination massive internationale. Et alors que cette vaccination était obligatoire depuis de très nombreuses années, l'obligation de vaccination a été suspendue en 1979 du fait de la quasi-éradication de la maladie. Il y a une autre maladie qui est intéressante pour démontrer l'effet depuis de très nombreuses années, depuis les années 60, c'est la poliomyélite. Poliomyélite est une infection transmise par un virus de type intestinal qui comporte aussi des formes mineures avec diarrhée ou des formes asymptomatiques, mais dans sa variété complète, cela se traduit par une paralysie progressive des muscles spinaux. Et ça peut aller jusqu'à une paralysie du diaphragme, donc du principal muscle respiratoire, et d'entraîner le décès
par asphyxie pure et simple. Alors, ceux qui s'en sortaient, vous en avez peut-être connu, pour ceux qui êtes de ma génération, ça donnait quand même des handicaps plus ou moins prononcés qui marquaient les individus à vie. Et dans beaucoup de cultures, l'handicapé était considéré comme un être mineur et n'accédait pas à une vie professionnelle, par exemple, comme ses concitoyens. Donc cette vaccination a bien évidemment radicalement changé cela, avec 2 vaccins qui sont arrivés plus ou moins en même temps. Un vaccin oral à base d'un virus atténué qui passait donc par la voie physiologique, et puis un vaccin injectable par un virus qui était carrément mortifié. Une autre maladie intéressante à vacciner est la rougeole. La rougeole, il faut le savoir, c'est considéré comme une maladie infantile banale, mais c'est quand même la première cause de mortalité infantile dans le monde, surtout si on tient compte des pays du tiers-monde. La rubéole est une maladie qui est le plus souvent bénigne, mais si elle touche une femme enceinte, ça peut entraîner des malformations du bébé ou carrément des décès du fœtus in utero. Pour cette raison d'ailleurs, les 3 vaccinations, polio, rougeole, rubéole, sont dans la plupart des pays européens des vaccinations qui restent obligatoires pour les enfants. D'autres vaccinations intéressantes, bien entendu la grippe. Quand la Covid-19 a commencé à faire des ravages, la première réaction était de dire que c'était une grippe un peu cognée. Il faut savoir que la grippe tue tous les ans. Dans un pays comme la France, la grippe tue 10 à 15 000 personnes tous les hivers. Donc la vaccination est intéressante, bien évidemment, pour prévenir l'épidémie qui a bien évidemment aussi des répercussions économiques, pour prévenir une pneumonie qui est parfois mortelle. Et les sujets à risque sont les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes qui ont des maladies pulmonaires chroniques, ou alors les sujets exposés, comme par exemple les médecins, les infirmières, les enseignants, etc. Un autre exemple qui est intéressant, parce que récent, c'est la vaccination contre le papillomavirus humain. C'est un virus qui est connu pour avoir une prédilection pour les muqueuses génitales et qui est un virus oncogène qui peut provoquer à moyen terme des cancers du col de l'utérus ou de la vulve, ou alors du pénis ou de l'anus. Et cette vaccination, si elle est faite chez le jeune adolescent avant tout démarrage de sa vie sexuelle, peut prévenir effectivement un cancer futur. Donc c'est quelque chose qui est également à recommander. Et ensuite, étant moi-même dans la catégorie des métiers de santé, il faut aussi mentionner le vaccin de l'hépatite B, qui lui est déjà un peu plus ancien. Il remonte au début des années 80. Ça se mettait en place quand j'étais moi-même étudiant en médecine. Et là, c'est un vaccin particulièrement intéressant pour ceux qui sont exposés, parce que l'hépatite B peut donner déjà une forme grave avec une décomposition massive du foie, mais peut aussi donner des formes dites chroniques actives où le sujet reste porteur du virus et peut le transmettre, ou alors peut évoluer vers la cirrhose et vers le cancer du foie. Donc c'était en fait le premier vaccin contre un cancer, si on veut dire en cette sorte. Et puis l'hépatite B, c'est bien connu que ça se transmet par voie sanguine, donc inoculation de sang contaminé, mais aussi par voie sexuelle. Et donc c'était le premier vaccin non seulement contre un cancer, mais aussi contre une maladie sexuellement transmissible. Donc voilà quand même un certain nombre de problèmes de santé publique qui ont pu être maîtrisés
ou en partie maîtrisée par les vaccinations. Alors, si on arrive maintenant au sujet du jour, qui est la COVID-19, avant de dire qu'il faut vacciner ou pas, il faut voir en face les enjeux. Alors, les enjeux se placent tout d'abord au niveau individuel. La personne qui va faire la maladie va prendre quand même un risque non négligeable de décès, qui est sur le tout venant de 2 à 3%, mais qui peut augmenter jusqu'à 20-30% si on avance dans les catégories d'âge ou de contexte de maladies chroniques concomitantes. Alors, il y a bien évidemment des patients qui vont pouvoir survivre même s'ils passent en réanimation, mais il faut savoir qu'un passage en réanimation, c'est pas comme après une intervention chirurgicale de 3 jours de surveillance. Là, on part pour un scénario d'au moins 4 à 6 semaines. Et les personnes qui sortent de réanimation, le jour où ils sortent de réanimation, ils ne vont pas commencer à marcher dans le couloir, ils vont avoir à affronter une rééducation très longue parce que ces longs séjours en réanimation comportent bien évidemment une fonte musculaire, une incapacité de se déplacer, voire même de s'occuper de soi-même. Alors, même les formes bénignes ont des séquelles. On lit de plus en plus maintenant, avec le recul, des séquelles ou des convalescences prolongées, y compris chez des sujets jeunes. Ça peut être des handicaps qui sont gênants, mais compatibles avec une vie normale, comme une perte prolongée de l'odorat et du goût, mais ça peut aussi être des choses plus graves, comme une fatigue prolongée, une incapacité à fournir des efforts pour des raisons musculaires, des pathologies articulaires et dans un certain nombre de cas, des atteintes cardiaques même. Tout cela est déjà une bonne raison en soi de se méfier de cette maladie. Maintenant, il y a bien sûr aussi le risque collectif qui est celui de l'épidémie. Tout d'abord, la personne contaminée va bien évidemment pouvoir transmettre le virus et d'autant plus facilement qu'elle n'a pas de symptômes. Et c'est ça justement un des dangers de cette maladie, c'est que les individus jeunes font plus souvent des maladies sans symptômes et ne peuvent donc pas se rendre compte de leur état morbide et allègrement distribuer le virus, notamment à ses parents, à ses grands-parents, qui, eux, vont manifester la maladie et qui peuvent en mourir. Alors, cette transmission du virus va rendre les autres malades, mais au fur et à mesure que la population entière devient malade, on va aussi arriver à un autre phénomène, c'est la saturation du système de santé. Je vous disais qu'un malade Covid qui arrive en réanimation, il est parti pour 4 à 6 semaines de séjour. Or, dans le pays, dans le Grand-Duché, nous avons quelque chose comme 90 de réanimation réparties sur nos hôpitaux dits aigus. Pendant la première vague, on a montré qu'on peut ouvrir des réanimations de fortune, qu'on peut créer jusqu'à 200 lits équipés avec des respirateurs. Mais après, il faut aussi avoir les médecins, les infirmières qui peuvent s'occuper de ces malades-là. Il faut éviter aussi que les professionnels de santé ne tombent pas malades eux-mêmes, puisque si eux ils sont malades, plus personne ne pourra s'occuper des malades qui affluent. Alors, une fois que les réanimations sont pleines, il faut se dire qu'on peut arriver dans la situation où il y a d'autres malades qui arrivent, qui ont besoin de réanimation pour lesquels il n'y a plus de place. Et il y a bien évidemment toutes les autres pathologies hors Covid qui vont ne plus pouvoir accéder aux soins de santé comme c'est le cas en période calme.
Donc, danger quand même pour un certain nombre de pathologies chroniques comme les cancers, pour des pathologies aiguës comme les infarctus du myocarde, pour les chirurgies orthopédiques réglées qui lèvent un handicap aux gens. Donc, il faut bien comprendre que il y a une menace pour la population dans son ensemble. Et bien évidemment, un dernier risque, si tout le monde est malade ou si on est obligé de faire un confinement où tout est au point mort, il y a un risque majeur pour l'économie et il suffit d'écouter un peu les émissions spécialisées pour se rendre compte que l'Europe entière est en train d'augmenter massivement sa dette. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire contre le virus? Eh bien, je vais vous décevoir, en dehors du vaccin, pas grand-chose. Ce n'est pas une infection bactérienne. Vous avez vu les exemples de vaccination que je vous ai montrés avant, c'était tous des maladies virales. Parce que pour les maladies bactériennes, il y a quand même encore une arme qui s'appelle antibiotique. Eh bien, des antiviraux spécifiques, efficaces, il y en a quand même très très peu. Il y en a peut-être l'un ou l'autre pour la grippe, mais pour la majeure partie des virus, ça ne marche quand même que de façon très marginale. Ensuite, vous avez tous entendu qu'une épidémie s'arrête quand on obtient un niveau d'immunité, on peut appeler ça grégaire, si on reste fidèle au mot allemand Herdenimmunität, on peut appeler ça aussi immunité de masse, qui doit dépasser les 70% pour que cette transmission interindividuelle s'arrête. Où est-ce qu'on en est au Luxembourg? Eh bien, il y a 53 000 personnes qui ont été testées positives. Donc, on peut espérer que la majeure partie de ces personnes-là ont fabriqué des anticorps. Au jour de vendredi, on était à 7 000 personnes qui avaient eu les 2 injections du vaccin. Donc, près de 60 000 personnes, si on veut être un peu optimiste, qui sont immunisées, ce qui ne fait que 10% de notre population. Donc, on en est très loin. Et ensuite, le dernier constat qu'on peut aussi faire, c'est que le dépistage de masse ne permet pas de contrôler de façon absolue la transmission de l'infection. Et j'en veux pour preuve que vous avez vu cette deuxième vague que nous avons observée en octobre, la multiplication du nombre de décès par 4 à partir du mois d'octobre par rapport à la situation avant, c'est quand même des choses non négligeables. Alors, dans le dépistage de masse, il ne faut pas confondre. Il y a l'enquête de proximité autour d'un cas testé positif. Rechercher les personnes de contact et les tester, ça c'est quelque chose qui est quand même extrêmement efficace et qu'il faut continuer. Le dépistage de masse par ailleurs, je pense que le problème là-dedans est que tout le monde n'invitait pas aux invitations. Et d'après les estimations qu'on a, il y a à peu près 40% de personnes qui se sont présentées au dépistage de masse. Donc, on ne sait pas trop ce qui correspond à la face cachée de la Lune ou au dark web, si vous préférez, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas fait dépister. Mais on peut s'imaginer que les gens qui sont présentés à cette invitation sont des individus, des citoyens plus disciplinés, plus responsables et qui, dans la vie courante, respectent les règles de distanciation, qui portent des masques, qui se lavent les doigts et que les autres sont peut-être un peu plus négligents. Donc, pour aller droit au but, je crois qu'il y a 3 bonnes raisons pour se faire vacciner. Tout d'abord, je me protège contre la maladie. Je m'évite un potentiel séjour de 4 à 6 semaines en réanimation sans avoir la garantie d'en sortir vivant. De point numéro 2, en ne tombant pas malade, en ayant des anticorps, j'interromps la chaîne de transmission.
Et du coup, je ne vais pas transmettre la maladie à mon voisin, à mes parents, à mes grands-parents. Et ensuite, troisième point, eh bien, je ne vais pas limiter l'accès aux soins aux autres pathologies en tombant moi-même malade. Parce que si moi-même je me trouve en réanimation à cause d'un Covid, eh bien, il se peut qu'un polytraumatisé de la route ou un malade qui a un infarctus grave ne trouve pas de place en réanimation parce que j'ai piqué le dernier lit qui était libre. Et donc, je crois que les professionnels de santé doivent précéder avec l'exemple, en donnant l'exemple. Et donc, moi, je suis très heureux d'avoir été sur liste prioritaire en tant que médecin et j'ai eu mes 2 injections de vaccin. Effet secondaire, j'en ai pas parlé parce que finalement, ce qui est considéré comme effet secondaire grave, qui sont les réactions allergiques genre anaphylaxie, sont exceptionnelles. Ce qui est considéré comme effet secondaire fréquent, c'est une douleur au point d'injection. Bon, la douleur, c'est quand même plus une sensation de s'être cogné la veille, d'avoir un bleu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a avec tous les vaccins. Ce n'est pas quelque chose qui soit particulièrement grave avec le Covid. Je n'ai personnellement pas eu de céphalée. J'ai eu, après la 2e injection, l'impression d'être fatigué le soir, mais j'avais fait 10 km à pied dans la journée en courant dans tous les sens. J'avais l'impression d'avoir froid, mais bon, c'était un jour où il faisait -12 dehors, donc je ne mets pas tout ça sur le compte du vaccin. Et je pense que même si on a un petit inconfort pendant 2 ou 3 jours, c'est toujours mieux que 6 semaines en réanimation. Donc je vous remercie de votre écoute et nous allons maintenant retourner le micro à Zvin pour animer la discussion. Merci à Paul et à Gilbert pour ces présentations. Je pense qu'il y a quelques questions qui ont déjà été répondues, mais on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que vous en avez vraiment énormément. Donc, on va vous proposer d'aller sur la plateforme, donc vaccination.uni.edu, et aussi de poser vos questions via la boîte mail healthinfo@uni.edu. On mettra les liens et les adresses dans le chat. Mais on a sélectionné avec mes collègues quelques questions qu'on va commencer. Donc, la première question, quels sont les effets à long terme du vaccin? Est-ce qu'il faut être vacciné à nouveau après 1 ou 2 ans? Je ne sais pas si Gilbert veut répondre à ça ou Paul. Alors, je peux répondre effectivement, si vous m'interpellez directement comme ça, on n'en sait rien. Parce que, on ne sait pas pour combien de temps les anticorps vont durer. On espère que ça va durer pour une année à peu près, mais là, il faut beaucoup plus de recul, de suivi sur les populations. La deuxième inconnue, c'est si le virus va rester tel qu'il est ou s'il va faire des mutations telles que le vaccin ne va plus le reconnaître, ce qui serait une autre raison. C'est par exemple ce qu'on sait de la grippe, où le profil mutationnel du virus change tous les ans, ce qui fait qu'il faut brasser un nouveau vaccin tous les ans. Donc ça, c'est vraiment maintenant le suivi des patients contaminés qui nous dira par l'analyse du génome viral pour voir comment ça va tourner. Maintenant, là où on peut être rassuré, c'est que la technologie maintenant, elle existe. Et donc, s'il faut adapter en modifiant un petit peu l'ARN messager de la protéine Spike, ça, c'est quand même des techniques qui sont maintenant maîtrisées et qui permettront, à mon sens, d'être réactif dans les réadaptations du vaccin si c'est nécessaire.
On peut peut-être rajouter à cela, Gilbert a tout à fait raison avec sa remarque là, concernant les mutations. Je pense que la technique des vaccins à ARN messager permet même d'être encore plus réactif que les méthodes plus traditionnelles, où il faut cultiver le virus complet, voire le détruire pour en extraire ses composants. Donc ça prend plus de temps. Maintenant que les méthodes sont au point pour les virus à ARN, pardon, les vaccins à ARN, traiter ou plutôt prendre en compte les nouvelles mutations va être plus simple à l'avenir. Mais ce sera nécessaire, ça c'est clair. Merci. On va passer à une autre question. Comment expliquez-vous que dans quelques mois, nous avons le vaccin pour la COVID-19 et non pas pour le sida? Donc, je suppose que c'est une question qui revient. Pourquoi la rapidité dans laquelle il n'y a pas un, mais plusieurs vaccins qui ont été trouvés? Paul, tu veux peut-être enchaîner? Je peux commencer et puis Gilbert reprend le flambeau. Faut pas oublier que les coronavirus, donc les virus qui sont tous de la même famille de ces coronavirus, ne sont pas nouveaux. Ce sont des virus qui nous entourent depuis un certain temps et qui ont causé des débuts de pandémie à deux, trois reprises déjà. L'idée de développer des vaccins contre ces virus-là n'est pas du tout nouvelle. Donc, on avait déjà un bagage de connaissances avant que Covid-19 n'apparaissait. Donc, on n'a pas commencé à zéro. C'est ça qu'il faut toujours bien retenir. On n'a pas du tout commencé à zéro pour cette campagne de développer des vaccins. La méthode de développer des vaccins à ARN est également une méthode qui a été, du moins au niveau de l'expérimentation, dans les laboratoires de recherche, n'est pas du tout nouvelle non plus. Donc, on n'a pas commencé à zéro pour ces virus-là. Maintenant, qu'est-ce qui a permis de progresser rapidement? Donc, ces deux arguments, bien sûr, mais à cela se rajoute la méthode de fonctionner. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'une pandémie qui n'allait pas nous lâcher tout de suite, qui affectait le globe entier, qui affectait toutes les couches possibles de la population, qui avait un impact excessivement lourd sur l'économie. Donc, il y avait une volonté politique aussi, je dirais, d'agir très rapidement. Et les pouvoirs publics, les différentes agences qui s'occupent de cela, ont investi énormément d'argent dans le développement de ces vaccins. Ces firmes ne l'ont pas fait tout le développement sur leurs propres frais. Il y a eu énormément d'injections d'argent public dans le développement, ce qui de nouveau a permis de progresser beaucoup plus rapidement que ça ne se passe d'habitude. Tout ce qui est méthode d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire les différentes phases à travers lesquelles un médicament ou un vaccin doivent passer, ont bien sûr été respectées. Donc, on a fait exactement les mêmes procédures que pour n'importe quel autre médicament ou vaccin. Mais ici, on a joué le jeu de donner le feedback tout de suite, c'est-à-dire de pouvoir rester en dialogue avec ceux qui développent et ceux qui jugent. Donc, la procédure a pu être, pour cela aussi, être beaucoup plus rapide que d'habitude. Mais le contrôle de qualité, le travail accompli par les différentes agences qui autorisent la mise sur le marché est elle même que pour n'importe quel autre vaccin qui a vu son entrée sur le marché européen ou pour les autres continents, pareil. Donc, on n'a pas brusqué les choses, on n'a pas sauté des étapes, toutes les étapes ont été respectées. Mais on a pu accélérer le développement parce que justement, il y avait plus de connaissances et plus de méthodes pour pouvoir avancer rapidement. Merci. Gilbert, tu veux rajouter quelque chose ou on passe à... Oh, il vaut mieux qu'on parte encore sur une autre question. Oui, mais on va essayer. Il nous reste à peu près 5 minutes encore. Donc, on va essayer de répondre 2 ou 3 questions assez rapidement. Et puis, comme j'ai dit, vous pourrez poser vos questions via healthinfo@uni.edu et on fera en sorte que vous aurez les réponses. Donc, une autre question, est-ce que le vaccin ARN messager a un impact sur nos gènes?
La réponse est assez formelle, non. Disons que l'ARN qu'on utilise ici et qui est placé dans le cytoplasme se retrouve dans le même environnement que les autres ARN de nos cellules. Donc, il n'y a pas plus de raison qu'il y ait un retour que pour les autres ARN. Première, je dirais, barrière qui évite que cet ARN ait un impact sur notre génome, c'est que notre génome, l'ADN, qui est notre base structurelle pour stocker cette information génomique, se trouve dans le noyau cellulaire. L'ARN messager de la vaccination se trouve dans le cytoplasme. Les deux sont séparés par des portes de communication qui sont très sévères. Elles ne vont pas laisser retourner un ARN dans le noyau. Deuxième grand problème pour une telle intégration dans le génome, c'est que, comme je l'ai dit, le génome est construit d'ADN et non pas d'ARN. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux molécules différentes. Et il faudrait maintenant, comment dirais-je, traduire ou faire une réplication reverse de cet ARN pour faire de l'ADN, ce qui ne va pas se passer. Donc, le voir s'intégrer dans notre génome est impossible. Donc là, il n'y a franchement pas de souci à avoir. Pas de raison que ça se passe. Merci Paul. On va passer à une autre question, peut-être cette fois-ci pour Gilbert. Il a été dit que même en étant vacciné, on peut être contaminé et transmettre la maladie. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, quel serait donc l'avantage de se faire vacciner? Alors, c'est une question intéressante et d'actualité parce qu'effectivement, la question qu'on se posait, c'est si j'empêche la maladie d'éclater, en quelque sorte de se développer grâce au vaccin, est-ce que je ne peux pas pour autant transporter le virus et le distribuer généreusement à ceux qui m'entourent? Alors, il y avait eu beaucoup d'hypothèses. Jusque récemment, ça n'a pas encore été publié, mais ça a été dit sur le suivi à grande échelle qui s'est fait en Israël sur le vaccin de type Pfizer-Moderna. Donc, je ne parle que pour celui-là. Il semble bien que ça évite aussi le portage sain du virus. Donc il y a un énorme espoir effectivement qu'on va gagner sur les deux, c'est-à-dire sur le fait de tomber malade et sur le fait d'être porteur sain. Merci Gilbert. Peut-être une dernière question, peut-être un peu plus philosophique. A-t-on un réel espoir de retrouver une société comme avant le virus ou sommes-nous condamnés au port du masque et aux mesures pour une période indéfinie? Qui c'est qui fait Nostradamus? C'est toi, Paul, ou c'est moi? Vas-y. J'ai plus de barbe que toi, mais non plus, je pense que c'est plutôt toi. Oui, non, je pense que la nature humaine est quand même optimiste, on s'adapte à l'adversité. Et l'histoire de l'humanité montre qu'il y avait comme ça des épidémies qui venaient, qui duraient parfois un certain temps. Hein. La grippe espagnole, ça s'est quand même étendu sur 3 années. Il ne faut pas l'oublier. Et ça ne date que d'un siècle. Maintenant, pour le coronavirus, je pense qu'on est en droit d'espérer qu'avec une vaccination la plus massive possible, on arrive à vaincre l'épidémie avant que des mutations résistantes ne puissent émerger, à condition bien évidemment que nos bonnes volontés de vacciner soient également suivies de l'approvisionnement en vaccins. Merci beaucoup. Il est 13 heures, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être un dernier mot de la part de Gilbert et Paul, que je remercie énormément pour les présentations et aussi pour les réponses aux questions. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions et je répète encore une fois parce que ça a été demandé plusieurs fois. Donc, vous retrouverez ce webinaire sur notre plateforme vaccination.ni.lu. On a mis le lien plusieurs fois dans le chat.
Mes collègues de communication interne vont aussi envoyer ce webinaire par email à tout le monde, tous les étudiants et tout le staff, tout le personnel. Et donc voilà, je vais laisser la parole à peut-être cette fois-ci à Gilbert, comme Paul avait commencé, et puis on terminera par Paul pour les derniers mots. Merci encore à tout le monde. Ah, je dois encore dire quelque chose. Eh bien, Oui. merci pour l'organisation, Aswin, merci pour la modération, et puis surtout merci aux presque 250 personnes qui sont des collègues, des collaborateurs, des étudiants qui nous ont rejoints pour cette discussion. Et comme dit, nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions dans la mesure où nous en détenons la réponse. Donc, bon après-midi à tous et surtout, tenez-vous au loin du virus, gardez vos distances, gardez vos masques et essayez de vous faire vacciner dès que vous en avez l'opportunité. Vous trouvez la liste avec les 7 catégories de niveau priorité sur le site du ministère de la Santé. Bon, je ne peux que rejoindre Gilbert avec tout ce qu'il a dit. Je vous remercie également tous et toutes de nous avoir suivis. Même si parfois probablement c'était un peu lent, je vois parmi les présents des gens qui connaissent la matière beaucoup mieux que moi. Mais je pense que l'idée ici était d'essayer de rejoindre un peu tout le monde avec une explication qui tienne à peu près debout. Bien sûr, il y en a beaucoup qui se posent des questions. J'ai vu dans le chat des questions qui nécessitent vraiment des réponses un peu plus élaborées. N'hésitez pas, comme Gilbert l'a dit, à nous contacter si vous voulez qu'on réponde. Bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations qu'on se pose vis-à-vis de ceci. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des risques des maladies auto-immunes, etc. Les questions qu'on se pose habituellement quand on affronte un virus. Et vous avez tout à fait raison de vous les poser. Je pense qu'il faut toujours comparer quand on parle de vaccin. Quelles sont mes chances si je ne prends pas de vaccin et quelles sont mes chances ou les chances de la société si je participe à la campagne de vaccination. Les chances de développer une maladie auto-immune sont dans tous les cas plus élevées si vous attrapez le virus que si vous vous faites vacciner. Il n'y a jamais eu d'étude où l'inverse a été prouvé. Bien sûr, il y a moyen de traiter les cas de maladies virales différemment, mais je pense que dans ce cas-ci, nos chances de réussite en tant que société, mais également en tant qu'individu, reposent beaucoup sur des vaccins efficaces. Donc, moi, je ne peux que recommander ce que moi aussi je vais faire, c'est-à-dire de me faire vacciner. Merci encore une fois. Donc, un petit rappel, le webinaire sera disponible sur la plateforme vaccination.uni.lu. Sera également envoyé par email à tout le personnel et tous les étudiants. Avec mes collègues, on a copié et collé toutes vos questions dans un document et on va faire en sorte de répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat également. Et si vous voulez continuer pour avoir un deuxième webinaire qui sera cette fois-ci en anglais ce jeudi, ce sera avec le professeur Stéphanie Kreis et le professeur Doug Brenner. Ce sera ce jeudi. Les infos vous seront envoyées, vous ont déjà été envoyées. Et donc voilà, je vous remercie énormément encore une fois pour votre écoute, pour votre patience et je vous souhaite un bon après-midi et à très bientôt. Take care. Bye bye. Merci bien. Au revoir.